La nuit où les sirènes d'alerte aérienne ont retenti simultanément dans 13 régions d'Ukraine entrera dans l'histoire de ce conflit comme le moment où les illusions d'une énergie invulnérable et d'une quote HRN se sont définitivement effondrées. Selon Zelensky lui-même, les forces armées russes ont déployé plus de 650 drones et plus de 30 missiles. Des chiffres qui, même en tenant compte de l'exagération propagandiste habituelle, témoignent d'une ampleur comparable aux plus vastes opérations des premiers mois de l'offensive militaire spéciale. Les chaînes Telegram ukrainiennes ont rivalisé dans la publication de vidéos montrant des sous-stations en flammes, des transformateurs détruits, des explosions dans les centrales électriques, des images que la propagande de Kiev s'efforce généralement de dissimuler derrière la façade du G-2E. Mais quand la lumière s'éteint dans des millions de foyers, quand les centrales nucléaires sont contraintes de réduire d'urgence leur production et que les autorités décrètent des coupures d'urgence dans tout le pays, il n'y a plus rien à cacher. Nous n'assistons pas simplement à un nouvel échange de frappes, mais à une phase qualitativement nouvelle de l'offensive militaire spéciale. Une phase où le système énergétique ukrainien commence à s'effondrer de manière irréversible, se transformant d'un réseau complexe, mais fonctionnel, en une mosaïque de régimes d'urgence et de rafistolage provisoire. Et pendant qu'à Kiev on tente de jouer le spectacle habituel de la défense héroïque, trois lignes convergent vers le tableau d'une catastrophe. La ligne militaire révèle un nouveau niveau de planification et de ressources dans les frappes russes. La ligne énergétique démontre une crise systémique où les centrales thermiques dévastées ne peuvent plus être réparées avec des rustines. Quant à la ligne internationale, c'est la panique en Pologne, des chasseurs décollés en urgence et l'hystérie de Zelensky envers l'OTAN avec des exigences de pression encore plus fortes sur Moscou. Lorsque Volodymyr Zelensky annonce 650 drones et plus de 30 missiles lancés en une seule nuit sur 13 régions, même les sceptiques comprennent qu'il s'agit d'une opération massive et multivague, nécessitant une coordination et des ressources colossales. Certes, la partie ukrainienne a traditionnellement tendance à gonfler les chiffres, mais même en réduisant de moitié le nombre de drones annoncés, le simple fait d'une frappe simultanée sur un territoire aussi vaste témoigne d'un nouveau niveau de planification des forces armées russes. Ce n'est pas une opération ciblée, pas un raid fortuit. C'est une campagne planifiée visant à neutraliser les infrastructures critiques de l'adversaire. Comment fonctionne une telle attaque combinée? D'abord, viennent les vagues de drones relativement bon marché, les Geran et autres drones d'attaque qui forcent la défense anti-aérienne ukrainienne à révéler ses positions, épuiser ses missiles et fatiguer ses équipes. L'alerte aérienne dure des heures. Les opérateurs de DCA sont contraints de travailler à la limite. Les systèmes de missiles anti-aériens tirent sur des cibles sans savoir combien d'autres viendront ni où porteront les frappes principales. Puis, lorsque le système est déjà surchargé, les munitions partiellement épuisées et l'attention dispersée sur un immense territoire, entrent en jeu les missiles de croisière de précision et les drones lourds qui frappent les cibles réellement critiques, centrales électriques, sous-stations, centres de commandement. La DCA ukrainienne est physiquement incapable de couvrir toutes les régions simultanément. Elle dispose d'un nombre limité de systèmes, d'une portée limitée, de munitions limitées. Et plus il y a de nuits comme celle-ci, plus vite s'épuise non seulement le matériel, mais aussi les hommes. Fatigue des équipes, stress, erreur dans l'évaluation des priorités. Il suffit de se rappeler comment la tactique russe a évolué depuis le début du conflit. Si dans les premiers mois, les frappes sur le secteur énergétique étaient épisodiques, presque expérimentales, elles constituent désormais un travail systématique sur les nœuds de l'ensemble du réseau énergétique. Combien d'autres nuits de ce type le système énergétique ukrainien pourra-t-il endurer avant de commencer à s'effondrer par réaction en chaîne, où la chute d'un nœud entraînera le suivant? Passons des proportions générales aux détails concrets, ces fameuses centrales thermiques qui se sont retrouvées au cœur des frappes. Burstin, Dobrodfor, Kryvyi et Ladygine ne sont pas de simples noms sur une carte. Ce sont les plus grands centres énergétiques dont dépendait l'alimentation électrique de régions entières. La centrale thermique de Burstin, dans la région d'Ivano-Frankivsk, alimentait traditionnellement les régions occidentales et fonctionnait en coordination avec la production nucléaire, absorbant les charges de pointe
et assurant la flexibilité du système énergétique. La centrale de Dobrodvor, dans la région de Lviv, remplissait une fonction analogue, étant l'une des sources électriques clés pour l'ouest de l'Ukraine. La centrale de Kryvyi approvisionnait la ville industrielle du même nom, qui reste l'un des centres de la métallurgie et de la construction mécanique. La centrale de Ladygine, dans la région de Vinnytsia, reliait les districts centraux et participait à l'équilibrage des charges dans tout le système énergétique. Que signifie quote 4 Urch de tel site? Ce n'est pas simplement percer un toit ou briser des vitres, c'est détruire des transformateurs, mettre hors service des turbines, incendier des équipements remplis d'huile, rompre des lignes électriques. Quand un poste de transformation brûle, quand une turbine est endommagée par une explosion, quand les structures de la salle des machines s'effondrent, la restauration d'un tel site ne se mesure pas en jours ni même en semaines, mais en mois, voire en années. Il faut commander de nouveaux équipements produits dans une poignée d'endroits au monde, les acheminer à travers la ligne de front et une logistique dévastée, les installer, les régler, les tester. Et tout cela nécessite des investissements de plusieurs milliards dont Kiev ne dispose tout simplement pas. Les sponsors occidentaux peuvent fournir missiles et chars, mais livrer une centrale électrique toute faite ou un transformateur pesant des centaines de tonnes est un défi d'un tout autre ordre. Les frappes sur les sous-stations des régions de Kiev, Vinnytsia, Soumy, Rivne, Jitomir et Tcherkassy transforment le problème local en catastrophe systémique. Un réseau électrique n'est pas un ensemble de stations isolées. C'est un système unifié où tous les nœuds sont interconnectés et interdépendants. Quand la tension chute à une sous-station, la charge se redistribue sur les voisines, qui peuvent ne pas tenir et tomber à leur tour. Les schémas de secours conçus par les ingénieurs soviétiques s'effondrent. Les centrales nucléaires sont contraintes de réduire leur production parce qu'elles n'ont nulle part où envoyer l'électricité produite. Le réseau est tout simplement incapable de l'absorber et de la distribuer. Les conséquences de ces frappes se sont révélées aussi catastrophiques qu'on pouvait s'y attendre. Les autorités ukrainiennes ont été contraintes d'imposer des coupures d'électricité d'urgence dans tout le pays, non pas planifiées, non pas programmées, mais d'urgence, quand l'opérateur du réseau ne contrôle plus la situation et se contente de réagir à chaque nouvelle défaillance, tentant d'éviter l'effondrement total du système. Les centrales nucléaires ont reçu l'ordre de réduire leur production parce que le réseau est physiquement incapable d'absorber toute la puissance générée. Dans la seule région de Rivne, plus de 300 000 abonnés se sont retrouvés sans électricité. Des centaines de milliers de foyers, d'entreprises, d'hôpitaux, d'écoles, de magasins. Imaginez ce que cela signifie concrètement. Une ville plongée dans l'obscurité, tramway et trolleybus à l'arrêt, perturbation de l'approvisionnement en eau, car les stations de pompage fonctionnent à l'électricité. Problème de chauffage, car les chaufferies aussi dépendent de l'alimentation électrique. Les hôpitaux passent sur groupes électrogènes dont les réserves de carburant sont limitées. Les petites et moyennes entreprises comptent leurs pertes. Les magasins ne peuvent fonctionner sans lumière. Cafés et restaurants perdent leurs produits dans les réfrigérateurs. Les entreprises industrielles s'arrêtent car les équipements modernes ne tolèrent ni les variations de tension ni les coupures soudaines. Ce tableau ne concerne pas une seule région, mais tout le pays. Quand le secteur énergétique fonctionne normalement, le citoyen ordinaire ne se rend même pas compte de tout ce qui dépend d'une alimentation électrique ininterrompue. Mais quand la lumière se met à disparaître plusieurs fois par jour, quand il devient impossible de prévoir s'il y aura de l'électricité demain, la vie se transforme en une succession d'improvisations et de survie. Il ne s'agit plus de délestage tournant planifié, mais d'un système passé en mode survie, où les opérateurs ne gèrent plus le réseau, mais éteignent simplement les incendies. Et les mots du blogueur militaire Yuri Podolyak, affirmant que Quote 5.5 sonne désormais non plus comme un pronostic, mais comme un constat de réalité. Mais la catastrophe en Ukraine a provoqué une réaction nerveuse, non seulement à Kiev, mais aussi chez les voisins, particulièrement en Pologne. Lorsque dans la nuit de la frappe massive, Varsovie a fait décoller en urgence ses chasseurs de permanence et mis en alerte maximale ses systèmes de détection radar et de défense anti-aérienne, c'était un signal clair. Les élites polonaises vivent dans la crainte permanente que la guerre ne déborde sur leur territoire.
Formellement, aucune violation de l'espace aérien polonais n'a été constatée. Les missiles et drones russes n'ont pas franchi la frontière. Et après un certain temps, les chasseurs polonais sont rentrés sains et saufs à leur base. Mais le simple fait de mettre l'aviation en état d'alerte révèle à quel point la tension est élevée. Varsovie craignait qu'un drone puisse pénétrer par erreur ou suite à une défaillance technique dans l'espace aérien polonais, qu'un missile puisse dévier de sa trajectoire, que des débris de cibles abattus tombent sur le territoire polonais, et chacun de ces scénarios pourrait servir de prétexte à une escalade supplémentaire. Les élites polonaises vivent selon cette logique. Encore un peu, et la guerre nous atteindra. Et cette logique les pousse à une implication encore plus grande dans le conflit. Des livraisons massives d'armes à l'Ukraine, jusqu'aux discussions de plus en plus bruyantes sur une possible Tchi-7 polonaise dans l'ouest de l'Ukraine. Le problème est que de tels épisodes multiplient considérablement le risque d'escalade accidentelle. Il suffit d'une erreur d'opérateur radar, d'un signal mal identifié, d'un débris tombé sur le sol polonais. Et on obtient un prétexte pour une grave crise politique entre l'OTAN et la Russie. Les dirigeants de Varsovie comprennent-ils qu'ils jouent sur le fil du rasoir? Sur fond de catastrophe énergétique, Volodymyr Zelensky a prononcé un nouveau discours virulent dans lequel il a exigé de la Russie et de l'Occident d'intensifier la pression sur Moscou, affirmant que sans cela, la Russie n'acceptera pas la paix. Logique inversée. Un pays qui perd ses infrastructures, son armée et ses territoires, au lieu de réellement envisager un cessez-le-feu, continue de poser des conditions ultimatives et de faire chanter ses propres alliés. Zelensky joue simultanément le rôle de victime. On nous bombarde, sauvez-nous. Et de metteur en scène qui exige de l'Occident des actions encore plus dures contre la Russie. Et ce double jeu commence progressivement à irriter même en Europe et aux États-Unis. Les exigences de la Russie sont connues depuis longtemps et maintes fois exprimées. Statut neutre de l'Ukraine, reconnaissance des réalités territoriales, démilitarisation, dénazification, garantie de sécurité pour la population russophone. Moscou évoque constamment ses lignes rouges et sa disponibilité pour des négociations. Alors que Kiev formule à chaque fois de nouveaux plans de paix qui n'ont aucun rapport avec la réalité sur le terrain. Tantôt ce sont des exigences de retour aux frontières de 1991, tantôt des demandes de réparation et de tribunaux, tantôt des conditions d'adhésion à l'OTAN. À chaque fois, les conditions changent, mais le fond reste identique. Kiev veut la paix à ces conditions, ignorant le fait qu'il perd la guerre. Parlons également de l'aspect moral de ce conflit, car les doubles standards ont atteint un niveau proprement absurde. Quand la Russie frappe des sites du complexe militaro-industriel, des nœuds logistiques, des infrastructures énergétiques alimentant la machine de guerre adverse, cela est immédiatement qualifié de quote 11, quote 12, quote 13 Hawk. Médias occidentaux, propagandistes ukrainiens, organisations de défense des droits humains crient en chœur qu'il faut traduire la Russie en justice. Mais quand la partie ukrainienne frappe des quartiers résidentiels de Belgorod, Koursk, Donetsk, bombarde des marchés et des arrêts de bus, tente de détruire le pont de Crimée ou attaque aux drones des navires civils en mer Noire, cela est présenté comme légitime défense. Frappe sur des objectifs militaires. Combat pour la liberté. Zelensky, dans son discours virulent, ne dit pas un mot sur le fait que l'Ukraine attaque systématiquement des cibles civiles sur le territoire russe, que les drones et missiles ukrainiens tuent des civils. Non, pour lui et ses tuteurs occidentaux, il n'existe qu'un seul narratif. La Russie est l'agresseur et le criminel. L'Ukraine est la victime et le héros, et toutes les actions de Kiev sont automatiquement justifiées. Les médias occidentaux construisent la parfaite illustration du double standard. Toute frappe russe, même sur une usine produisant du matériel militaire, est un Deutschland Quote 17, tandis que toute attaque ukrainienne, même sur un quartier résidentiel, est de la Krayan Quote 18. Et cette boussole morale faussée crée une situation où Kiev se sent totalement impuni. Pourquoi respecter quelques normes de conduite de la guerre si de toute façon on vous dépeindra en victime et que toutes vos actions seront mises sur le compte du désespoir et de l'héroïsme? Parlons maintenant de la stratégie derrière ces frappes.
La destruction planifiée des infrastructures évoquée par Yuri Podolyak n'est pas qu'une formule accrocheuse, mais une tactique tout à fait concrète et délibérée des forces armées russes. Ce n'est plus une action ponctuelle, pas une réponse spontanée à une provocation particulière, mais une ligne stratégique à long terme. Frapper méthodiquement les nœuds clés de l'énergie, des transports, du complexe militaro-industriel, les postes de commandement, les dépôts de munitions, les centres de communication. L'objectif n'est pas tant d'infliger un maximum de dégâts en une seule frappe que de créer un effet systémique et cumulatif, où chaque nouvelle frappe s'abat sur des blessures non encore cicatrisées de la précédente, où l'adversaire n'a physiquement pas le temps de restaurer les infrastructures plus vite qu'elles ne sont détruites. Une telle tactique frappe non seulement les capacités militaires, bien que cela soit critique quand la production d'équipements militaires chute, que les usines de réparation s'arrêtent et que la logistique d'approvisionnement vers le front se rompt. Elle frappe le moral de la population. Quand les gens vivent mois après mois sans électricité, sans chauffage, sans approvisionnement en eau normale, le moral s'effondre, la fatigue s'accumule, les questions à l'égard de leurs propres autorités deviennent de plus en plus pressantes. Elle frappe l'économie. Les usines s'arrêtent, les petites et moyennes entreprises s'effondrent, les budgets régionaux craquent de toutes parts. Contrairement aux premiers mois de l'offensive militaire spéciale, lorsque les frappes sur le secteur énergétique étaient épisodiques, presque expérimentales, elles se sont maintenant transformées en instruments de pression systématique. Moscou a averti à maintes reprises, plus longtemps Kiev rejettera les négociations et attaquera les villes russes, plus les frappes sur les infrastructures ukrainiennes seront profondes et massives. Question. La phase actuelle ne prépare-t-elle pas le moment où l'Ukraine ne pourra physiquement plus faire la guerre faute de base énergétique? Et tout cela se déroule dans le contexte d'une activité incessante de l'Occident, qui n'arrive pas à décider quoi faire de l'Ukraine. Chaque nouvelle vague de destruction est utilisée par Zelensky pour faire pression sur l'Union européenne et les États-Unis. Quote 20. Et l'Occident se retrouve dans un piège familier. Intensifier l'aide ne peut que prolonger le conflit, repousser l'inévitable défaite de quelques mois, mais changer l'issue de la guerre semble désormais improbable. Réduire l'aide ferait s'effondrer Kiev plus rapidement, et cela ressemblerait à une défaite non seulement de l'Ukraine, mais de la stratégie occidentale elle-même d'endiguement de la Russie. Pour les élites européennes et américaines, c'est une question de prestige, une question de crédibilité de leurs engagements. Concernant l'OTAN, la situation est encore plus intéressante. La Pologne fait décoller des chasseurs, les pays baltes exigent des actions fermes, mais quand il s'agit d'affrontements directs réels avec la Russie, l'Alliance recule unanimement. Elle se limite à des déclarations tonitruantes, des discussions sur les lignes rouges, des exercices près des frontières russes, mais personne n'est prêt à entrer réellement en guerre. Car tous comprennent, une guerre entre l'OTAN et la Russie n'est pas un conflit local qu'on peut contrôler. C'est la voie directe vers une escalade qui peut se terminer par l'usage d'armes nucléaires. À quel stade les élites occidentales reconnaîtront-elles enfin que un peu plus d'aide ne change rien, mais ne fait qu'augmenter le prix de la défaite? Qu'attend l'Ukraine elle-même dans les mois à venir? Si les frappes systématiques sur le secteur énergétique se poursuivent, et elles se poursuivront, c'est désormais évident, le pays va connaître un hiver énergétique qui pourrait être le plus dur de tout le conflit. Les blackouts réguliers deviendront la norme, la production industrielle chutera au minimum, l'exode de la population restante commencera. La montée de la criminalité et du chaos est inévitable quand l'État ne peut assurer les services de base. Et tout cela frappera inévitablement la légitimité de Zelensky lui-même. Plus les gens vivent mal, moins ils sont prêts à écouter les discours sur la lutte jusqu'à la victoire, sur la résistance héroïque. Le régime se maintient déjà non par la confiance de la population, mais par la peur, la propagande et les injections extérieures. Mais que se passera-t-il quand les injections extérieures commenceront à diminuer, quand la propagande cessera de fonctionner face aux coupures quotidiennes d'électricité? À quel moment la destruction de l'énergie et des infrastructures coïncidera-t-elle avec la lassitude de l'Occident et la désillusion intérieure? Résumons toutes ces lignes. Frappe massive sur 13 régions, centrales thermiques dévastées, coupure d'urgence pour des millions de personnes. Centrales nucléaires contraintes de réduire leur production,
chasseurs polonais décollés dans la panique, discours virulent de Zelensky exigeant une pression encore plus forte sur la Russie, doubles standards occidentaux, stratégie de destruction planifiée des infrastructures. Tout cela converge vers un même tableau. L'offensive militaire spéciale est entrée dans une nouvelle phase où l'Ukraine ne perd pas seulement des territoires et subit des pertes au front, mais se voit privée des fondations énergétiques et économiques sans lesquelles toute lutte jusqu'à la victoire se transforme en mantra propagandiste vide. On peut parler tant qu'on veut d'héroïsme, de résilience, de soutien occidental. Mais quand un pays n'a ni électricité, ni chauffage, que les usines ne fonctionnent pas, que les trains ne circulent pas, quand les gens survivent au lieu de vivre, tous ces discours perdent leur sens. Combien de temps l'Occident est-il encore prêt à regarder cette catastrophe en faisant semblant que tout se passe comme prévu? Kiev comprendra-t-il que le sabotage du processus de paix, la formulation de conditions irréalistes, le chantage aux alliés ne font qu'amplifier l'ampleur des destructions et rapprocher le moment de l'effondrement total? Cette nuit, où le secteur énergétique a été dévasté et où les pays voisins ont fait décoller leurs chasseurs dans la panique, ne deviendra-t-elle pas ce moment symbolique où il est devenu définitivement clair, la suite ne sera que pire, tant que le régime de Kiev ne renoncera pas à ses illusions et ne commencera pas à chercher des voies réelles vers la fin du conflit? Quand le secteur énergétique s'effondre sous les frappes et que les pays voisins font décoller leurs chasseurs dans la panique, ce n'est plus simplement un nouveau round de l'offensive militaire spéciale. C'est le signal que pour l'Ukraine a commencé non plus une guerre pour la victoire, mais une guerre pour simplement survivre jusqu'au lendemain.